Emmeline Valade est entrée dans le monde de la mode comme un phénomène à part. Avec son visage anguleux, son nez droit, ses yeux clairs mais froids, ses cheveux blonds platine naturels et cette allure à la fois masculine et féminine, elle s'est immédiatement détachée de la foule. Dès ses premières apparitions, elle donnait l'impression d'être sortie d'un livre d'art plutôt que d'un catalogue commercial. Alors que de nombreuses mannequins cherchent la célébrité à tout prix, Emmeline semblait indifférente aux projecteurs. Elle foulait les podiums de Chanel, Balenciaga ou Saint-Laurent avec une aisance naturelle, comme si la scène lui appartenait depuis toujours. Chaque apparition ne se limitait pas à présenter une tenue. Elle créait une atmosphère, un climat visuel et émotionnel qui restait gravé dans la mémoire des spectateurs. Au sommet de sa carrière, quand tout laissait penser que son chemin ne pouvait que s'élargir, Emmeline a disparu pendant un long moment, sans explication, sans éclat médiatique. Le public et les passionnés de mode ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui pousse une top modèle en pleine ascension à se retirer ainsi? Cette énigme, c'est aussi le point de départ de l'histoire que nous allons découvrir. Emmeline Valade est née à Montpellier, dans le sud de la France, une ville baignée par le soleil méditerranéen, le vent salé et les ruelles pavées d'histoire. Sa famille n'appartenait pas au milieu artistique ou à l'univers de la mode. Ses parents, travailleurs modestes, menaient une vie simple et rythmée par des valeurs solides. L'enfance d'Emmeline n'avait rien de l'univers brillant des magazines. Elle se déroulait au bord de la mer, entre les rochers où elle grimpait avec agilité et les balades à vélo dans des rues parfumées de lavande. Dès l'école primaire, son physique se démarquait. Plus grande que les autres filles, mince, le visage structuré par des lignes nettes, elle attirait parfois l'attention des adultes, mais aussi les moqueries de ses camarades. On lui disait qu'elle était trop grande, trop maigre, ou qu'on aurait dit un garçon. Ces remarques, loin de l'abattre, ont forgé en elle une indépendance d'esprit et une résistance au jugement extérieur, qualités essentielles pour une future top modèle. Très tôt, Emmeline s'est passionnée pour l'art, en particulier le cinéma et la peinture. Son père l'emmenait souvent au musée ou au cinéma le week-end. Les films français classiques et la peinture abstraite lui ont appris que la beauté pouvait se manifester sous des formes infinies échappant aux normes. Plus tard, cette vision influencera profondément son approche du métier de mannequin. La famille, bien que modeste, l'encourageait à poursuivre des études. Emmeline rêvait de devenir journaliste ou réalisatrice de documentaires. Elle choisit de suivre un cursus de journalisme à Paris, quittant sa ville natale pour la capitale. Ce départ fut un tournant géographique mais aussi intérieur. De jeune fille réservée, elle devint une jeune femme curieuse, plongée dans un environnement compétitif et cosmopolite. La vie parisienne était à la fois fascinante et rude. Pour financer ses études, elle cumulait les petits boulots, serveuse dans un café, assistante lors de séances photos d'étudiants en mode. Un jour, dans un de ses studios improvisés, elle remplaça au pied levé un modèle absent. C'était la première fois qu'elle posait devant un objectif, et cette expérience provoqua un déclic. L'image capturée par le photographe révélait une intensité et une force qu'elle ne se soupçonnait pas. Les années étudiantes ne furent pas faciles. Les doutes sur l'avenir, les fins de mois difficiles et la solitude de la grande ville auraient pu la décourager. Mais Emmeline persista, déterminée à tracer sa propre route. Sans le savoir, elle se préparait à franchir la porte d'un univers où sa différence deviendrait son atout le plus précieux. L'entrée d'Emmeline Valade dans le mannequinat n'a rien eu du cliché de la jeune fille repérée au hasard dans la rue. À l'époque, elle terminait ses études de journalisme à Paris et travaillait dans un petit café du Marais. Un après-midi d'hiver, alors que la salle était presque vide, le photographe de mode Rémi Cabel, habitué des lieux, engagea la conversation. Depuis quelque temps, il observait cette serveuse discrète, frappée par un mélange rare de calme et d'intensité.
Il lui demanda si elle avait déjà songé à devenir mannequin. Aimlin éclata de rire, croyant à une plaisanterie, mais Rémi lui tendit sa carte et proposa un essai photo. Longtemps hésitante, craignant de ne pas correspondre aux standards, elle finit par accepter, poussée par la curiosité. La séance se déroula dans un petit studio à la lumière douce. On lui demanda simplement de marcher, de regarder l'objectif, de bouger à peine. Lorsqu'elle découvrit les images, elle fut surprise. Le visage familier qu'elle voyait chaque matin reflétait désormais une présence magnétique, presque cinématographique. Rémi, convaincu de son potentiel, la présenta à un ami travaillant pour Balenciaga. Invitée à un casting, Aimlin se retrouva au milieu d'une salle pleine de jeunes femmes correspondant parfaitement au canon de l'époque. Cheveux longs, visage rond, grands yeux. Avec ses cheveux courts et sa silhouette longiligne, elle jurait presque. Mais quand vint son tour, elle se contenta de marcher calmement, le regard fixe. Le directeur de casting fut immédiatement séduit. Elle ne cherche pas à impressionner, et c'est précisément ce qui la rend inoubliable. Sa famille accueillit la nouvelle avec prudence. Ses parents craignaient qu'elle abandonne ses études pour un métier instable. Sa mère la prévint « Tu n'es pas comme les filles des magazines, tu pourrais essuyer beaucoup de refus. Es-tu prête à ça ?» Cette question résonna longtemps, mais le sentiment de liberté ressenti lors des shootings l'emporta. Aimlin décida de tenter sa chance, tout en poursuivant sa formation universitaire. Les premiers mois furent modestes, quelques séances photos pour des magazines indépendants, du fitting pour de jeunes créateurs, mais chaque expérience l'armait un peu plus pour ce milieu exigeant. Le véritable tournant survint lorsqu'elle fut choisie pour défiler lors du show automne-hiver 2010 de Balenciaga. Sur le podium, cheveux plaqués en arrière, maquillage minimal, elle dégageait une force tranquille. Un critique de mode écrivit « C'était comme une bouffée d'air froid, tranchante, moderne, sans compromis. » Dès lors, les invitations affluèrent. Les maisons de couture voulaient cette présence singulière, cette aura rare qui transforme une simple mannequin en top modèle. Mais pour Aimlin, au-delà du prestige, c'était la découverte d'un espace où sa différence n'était pas seulement acceptée, mais célébrée. Lorsque la carrière d'Aimlin Valade explosa, le monde de la mode traversait une période de transition. Les grandes maisons cherchaient des visages capables de casser les codes, et Aimlin incarnait parfaitement cette nouvelle ère. Après Balenciaga, elle fut sollicitée par Chanel, Givenchy, Alexander McQueen et surtout Saint-Laurent, où Hedi Slimane en fit sa muse. Sur le podium, elle ne ressemblait à aucune autre mannequin. Pas de déhanchement exagéré, pas de sourire forcé. Sa marche lente et assurée, son regard tranchant comme une lame, créait une aura à la fois puissante et mystérieuse. Les critiques baptisèrent ce style le « walk froid », un langage corporel qui hypnotisait le public. En photo, elle marquait également les esprits. Dans une campagne Chanel, vêtue d'un large costume noir et d'une chemise blanche boutonnée jusqu'au cou, cheveux plaqués vers l'arrière, elle évoquait à la fois l'élégance d'Yves Saint-Laurent et l'audace de David Bowie. Vogue Paris lui consacra un article. Aimlin ne vend pas seulement des vêtements, elle vend une attitude, et c'est ce dont l'industrie rêve. Elle refusait pourtant d'être enfermée dans une seule image. Capable de passer d'un look androgyne minimaliste à une robe Versace flamboyante, elle expliquait « Je ne suis pas un personnage figé, je suis une personne, et les personnes changent. » Ses relations professionnelles étaient tout aussi remarquables. Hedi Slimane affirmait qu'il lui faisait une confiance absolue pour ouvrir un défilé. Nicolas Ghesquière, chez Louis Vuitton, la voyait comme faisant partie d'une génération dorée de top modèles, dotée à la fois de charisme et d'intelligence. En 2012, elle atteignit un sommet, la couverture de Vogue Paris. Gros plan sur son visage, coupe pixie, regard direct et affirmé, cette image devint un symbole de la beauté non genrée. Peu à peu,
elle s'aventura au cinéma. Dans le film Saint-Laurent, 2014, de Bertrand Bonello, elle interpréta Loulou de la Falaise. Bien que secondaire, sa performance reçut des éloges pour son authenticité. Cela renforça l'idée qu'Aimlin n'était pas seulement une mannequin, mais une artiste à part entière. Le rythme intense commençait cependant à peser. Semaine de 4 pays, nuits passées dans les avions. Mais elle ne se plaignait pas. Si vous choisissez d'être au centre, il faut accepter que le vent souffle plus fort là-bas, confia-t-elle. À ce moment-là, elle n'était plus seulement un visage connu, elle était devenue une référence culturelle, inspirant expositions et collections. Beaucoup pensaient qu'elle régnerait longtemps sur les podiums. Mais, en silence, Aimlin préparait un virage inattendu. Ce qui distingue Aimlin Valade des autres mannequins, c'est la façon dont elle a toujours tracé sa propre route, même au sommet de sa carrière. Là où beaucoup auraient accepté des contrats lucratifs, elle posait ses limites. Un jour, une grande marque de cosmétiques lui proposa un partenariat longue durée, à condition qu'elle garde les cheveux longs et adopte une image plus féminine selon leurs critères. La somme offerte aurait assuré sa sécurité financière pendant des années, mais Aimlin refusa. « Si je dois changer qui je suis pour de l'argent, je perds ce qui me rend précieuse. » Elle s'est également retirée de campagne lorsque les pratiques éthiques des marques étaient mises en cause. Même si cela signifiait payer des indemnités, elle préférait rester fidèle à ses valeurs, un geste rare dans un milieu où la compétition est féroce. Contrairement à la majorité des top modèles qui exploitent les réseaux sociaux pour entretenir leur image, Aimlin gardait ses distances. Son compte, loin des autoportraits et annonces commerciales, se composait surtout de paysages, de citations littéraires et d'instantanés non retouchés. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle répondait « Je ne suis pas un produit, je n'ai pas à nourrir une image virtuelle pour exister. » Elle fit aussi des choix surprenants en matière de carrière. Après le film Saint-Laurent, elle privilégia des projets cinématographiques indépendants, souvent moins rémunérateurs, mais plus stimulants artistiquement. Pour elle, le cinéma était un prolongement naturel de l'expression personnelle, une façon d'élargir les frontières du métier de mannequin. Elle évitait les polémiques publiques. Certains journalistes l'ont décrite comme distante, mais ceux qui avaient travaillé avec elle parlait d'une personne attentive, simplement sélective dans ses relations. Sur la question de l'âge, alors que beaucoup craignent l'érosion de leur carrière, elle affirmait « La beauté n'est pas liée à la jeunesse absolue, elle est dans l'histoire que raconte votre visage et vos yeux. » Cette vision inspirait une génération de mannequins à s'affranchir des dictats. En marge des podiums, Aimlin soutenait des projets humanitaires et environnementaux fidèles à ses racines méditerranéennes. De la construction d'écoles en Afrique à la protection des fonds marins, elle voyait son influence comme un moyen d'action concrète. Ainsi, elle est devenue l'exemple rare d'une top modèle qui, au lieu de se fondre dans les attentes de l'industrie, a bâti un parcours en accord avec ses convictions. Dans un milieu dominé par l'instantané et la conformité, elle a prouvé que l'intégrité personnelle pouvait être un moteur de longévité. Après plusieurs années à enchaîner les podiums les plus prestigieux et les campagnes les plus convoitées, Aimlin Valade commença soudainement à réduire ses apparitions. À partir de fin 2016, elle se fit rare aux Fashion Weeks, ne choisissant que quelques projets triés sur le volet. Les rumeurs allèrent bon train. Certains médias pensaient qu'elle voulait se consacrer entièrement au cinéma, après ses débuts prometteurs dans Saint-Laurent et d'autres films indépendants. D'autres affirmaient qu'elle était lassée par le rythme effréné et la pression constante du métier de top modèle. Un événement personnel bouleversa également sa trajectoire, le décès de son père, après une longue maladie. Aimlin mit entre parenthèses tous ses engagements pour retourner à Montpellier auprès de sa famille. Pendant cette période, elle disparut totalement des radars médiatiques, sans publier la moindre image ni déclaration sur les réseaux sociaux. Cette absence prolongée alimenta les spéculations.
Certains se demandaient si elle avait quitté le mannequinat définitivement, préférant s'effacer plutôt que de se transformer en simple image commerciale. Mais Emmeline ne confirma ni ne démentit. Dans une rare interview, elle déclara simplement « J'ai besoin de temps pour vivre comme une personne normale. Les objectifs ne s'enfuiront pas, mais le temps, lui, s'échappe. » Lorsqu'elle réapparut en 2018, ce fut pour une petite campagne d'une marque indépendante. Son allure et son charisme n'avaient pas changé, mais sa présence était désormais mesurée. Elle n'était plus la mannequin omniprésente de ses débuts, mais une figure rare dont chaque apparition semblait porteuse de sens. Paradoxalement, cette discrétion renforça son aura. L'incertitude sur ses projets à venir, son imprévisibilité assumée, la rendait encore plus fascinante aux yeux du public et des professionnels. Dans un univers saturé d'images et de surmédiatisation, Emmeline avait choisi la rareté, et c'est précisément ce qui fit durer sa légende. Aujourd'hui, Emmeline Valade apparaît moins souvent sur les podiums ou dans les magazines, mais son empreinte reste intacte. Elle n'est pas seulement une mannequin à succès. Elle incarne l'idée qu'on peut rester fidèle à soi-même tout en marquant durablement une industrie exigeante. Dans un univers régi par les tendances et les standards, elle a prouvé que la différence n'est pas un obstacle, mais une force. L'image d'Emmeline, vêtue d'un costume noir, regard glacé et démarche assurée, reste une référence, citée comme l'un de ces instants qui ont redéfini la beauté féminine sur les podiums. Pour beaucoup de jeunes mannequins, elle est un modèle, non seulement pour son style, mais aussi pour sa capacité à dire non à ce qui ne lui correspond pas et à disparaître quand elle en ressent le besoin. Sa carrière illustre parfaitement cette phrase qu'elle a un jour prononcée « Ne laissez pas les projecteurs décider de votre chemin, laissez votre cœur le faire. » Peut-être ne reviendra-t-elle jamais au rythme intense de ses années les plus flamboyantes. Mais son héritage ne se mesure pas en nombre de défilés ou de couvertures. Il se trouve dans la question qu'elle laisse derrière elle. Le monde de la mode est-il prêt à accepter une liberté absolue si toutes les top modèles choisissaient la même voie ?